Mesdames et messieurs, bonsoir. Je tiens à vous remercier toutes et tous de votre présence au nom de l'association France-Proche-Orient et au nom du collectif pour la Syrie. Permettez-moi tout d'abord de remercier la médiathèque de Tulle, représentée ici par sa directrice, Madame Méry, pour son accueil et pour les bonnes relations qui nous lient depuis quelques années. Et c'est un partenariat donnant-donnant qui marche. Permettez-moi aussi d'excuser Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Michel Rambaud, qui devait être parmi nous, qui était annoncé parmi nous, qui a été décidé depuis très longtemps, mais il a eu un empêchement sérieux. Donc, de ce fait, il vous salue et s'excuse de son absence. Alors, le plan de ce soir, je vous propose, si vous êtes d'accord, je vais faire une introduction et j'introduis nous deux conférenciers ce soir, Gérard Papt et Ali Razbin. Et ensuite, on va donner la parole à chacun d'eux, 25 minutes, à chacun d'eux, ou 30 minutes, allez. Ensuite viendra le temps de discussion. On va discuter tous ensemble. Alors, en guise d'introduction, je voudrais vous dire qu'en France, pays des Lumières et des libertés, aucune version différente des faits se rapportant à la crise syrienne ne fut tolérée, jusqu'à il n'y a pas longtemps. On ne compte pas le nombre de manifestations en faveur de la Syrie interdites en France tout au long de ces nombreuses années, 2011, 2019. Citons au moins le cas de Sokolov, la Syrie en guerre, qui devait avoir lieu le 26 novembre 2016 au mémorial de Caen, mémorial pour la paix. Sous l'égide du collectif pour la Syrie, l'Université pour la Méditerranée et du centre géostratégique, l'école géostratégique de M. Razbin. Il devait avoir de nombreux participants, une vingtaine de personnalités sous l'égide du professeur et de philosophe Adonis, vous connaissez, il est déjà venu ici. Ce n'est pas un violent ni un terroriste. Et il y avait des écrivains, des journalistes, des chercheurs, ambassadeurs, anciens ambassadeurs, des intellectuels, je passe. Ça a été annulé. Et ils ont tous été taxés d'être pro-boucher de Damas. Donc terroristes. On nous a accusés d'être terroristes parce qu'on voulait donner une autre version des événements que la version officielle. Bon. Cet événement, après avoir été programmé par la direction du mémorial, est annulé au dernier moment. Quand je dis au dernier moment, ça veut dire au dernier moment. Sur simple coup de fil. Je vous passe des accusations, etc. On a sali notre réputation, tout ce que vous voulez. Rapporté par ces organisateurs, cet événement a été reporté au 28 janvier 2017, ça veut dire l'année après. À l'université Paris-Sorbonne, Sokolov a été de nouveau annulé sur décision du président de l'université. Alors, cette institution phare, après avoir donné son accord quelques semaines auparavant, notre partenaire était aussi M. Razbin, M. Gérard Papt, Adonis, les journalistes, Alain Chouet. Alain Chouet, on ne peut pas le taxer d'être terroriste parce qu'il était chef de service. Chef de service des services. Voilà. Donc seul le discours dominant vendu à une presse au service du pouvoir faisait office de loi. Pourquoi a-t-on tué la vérité? Pourquoi la France a-t-elle imposé le silence? C'est la question qui s'impose. C'est ce que Gérard Papt et Ali Razbin vont s'atteler à démontrer. Cette voix courageuse a été et reste encore d'un grand soutien pour la vérité, tout d'abord, pour le peuple syrien ensuite, et pour
tous les peuples du Levant, car la Syrie, c'est là. Car c'est en Syrie que se joue peut-être le devenir du monde, sinon assurément le devenir et l'avenir des peuples du Levant. La guerre contre la Syrie n'est pas une guerre classique. Elle ne vise pas la conquête des territoires, mais ce que ce pays vise de la conquête de ce que ce pays représente toujours comme positionnement idéologique et politique. L'agression contre la Syrie est une violente et brutale punition administrée à ceux qui refusent la soumission. Tout simplement, c'est ça. Ils ont envoyé en Syrie, étaient envoyés par des terroristes de 120 nationalités, qui viennent de l'Igour en Chine, Tchétchènes, Ouzbeks, Tunisie, Maroc. On a présenté ça sur TF1 comme était une révolution. La déclaration de Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères, j'en ai déjà parlé ici même, du 13 décembre 2012, sur le bon boulot fait sur le terrain par les Jabhat al-Nusra, qui est fraction en fait de Al-Qaïda, en dit long sur l'égarement de la diplomatie française. Là, je suis gentil quand je parle comme ça. Le combat pour la vérité est une quête légitime et honorable. C'est pourquoi il nous a paru important d'inviter ce soir Gérard Papt et Ali Razbin qui vont nous livrer des éléments de connaissance permettant de saisir les véritables versants de la guerre qui a bouleversé la Syrie. Moi, je me rends en Syrie tous les 2 mois. Je peux vous dire la Syrie que M. Colason a connue en 2005 n'a rien à voir avec la Syrie aujourd'hui. La Syrie, berceau de l'humanité. Et quand on détruit la mémoire de l'humanité en Syrie, on détruit la mémoire de l'humanité tout entière. Gérard Papt, médecin cardiologue, député honoraire, élu député de la Haute-Garonne de 12 juin 1997 jusqu'au 20 juin 2017. Gérard Papt, vous avez été rapporteur de projet de la loi de finances de la sécurité sociale. Vous avez été président du groupe d'amitié France-Syrie à l'Assemblée nationale. Vous êtes le président d'honneur du collectif pour la Syrie. Vous vous êtes courageusement rendu en Syrie en parfaite contradiction avec la position ou les positions défendues par Paris. En 2015, octobre 2015, de retour de la Syrie, vous avez déclaré « Les Syriens se sentent abandonnés et trahis par la France ». En 2018, octobre 2018, à l'issue de la mission que nous avons organisée ensemble en Syrie, vous avez appelé à lever l'embargo injuste imposé sur la Syrie. Vous êtes très impliqué sur certains dossiers portant sur la santé publique et les perturbateurs endocriniens. La nouvelle formulation de Levothyrox, entre autres. Vous êtes derrière l'introduction du bisphénol A en France. Sans vous et 2 autres, je ne citerai pas, un avocat et un médecin, sans vous, le scandale médiateur n'aurait jamais éclaté, peut-être. Merci d'être là, Gérard. Ali Razbin, professeur, spécialiste de l'Iran et des questions stratégiques et énergétiques du Moyen-Orient, président de l'Académie de géopolitique de Paris, directeur de la revue stratégique de l'Institut international d'études stratégiques, auteur de plusieurs ouvrages, dont Géopolitique de l'islam contemporain. Je l'ai trouvé. Et puis, en anglais, The Three Iranian Islands of the Persian Gulf, c'est-à-dire les 3 îles du Golfe Persique. L'Iran et les enjeux géostratégiques du XXIe siècle, aussi, ça c'est un article intéressant. Et puis, le nucléaire iranien, une approche française, une thèse sous la direction de Jacques
Barra, Université Paris 2, soutenu le 12-12-2012. C'est ça? Vous êtes organisateur et intervenant dans plusieurs séminaires, dont la nouvelle émergence de la Russie, quel avenir pour la Palestine, la diplomatie française au Moyen-Orient, sanctions internationales, sanctions extraterritoriales américaines, et puis où va l'Arabie Saoudite, et puis le financement du terrorisme. Vous êtes déjà venu ici au mois de juin 2017 pour en parler, dans ce lieu-là. Voilà. Merci d'être là aussi, mon ami Ali Razbin. Donc, sans tarder, je passerai la parole à Gérard Papt pour 30 minutes pour aborder le sujet de notre soirée. Gérard. Merci, Monsieur le Président. Merci, Anas. Je suis honoré d'intervenir aux côtés d'Ali Razbin, qui fait autorité sur ces sujets-là et depuis des années, avec de nombreuses publications. Madame la directrice de la médiathèque, ça fait 2 fois que je viens ici. C'est la 2e fois. Mesdames et messieurs, je vous félicite d'abord d'être là parce que par ce beau temps, samedi après-midi, c'est les vacances. Ça prouve que ce sujet vous interpelle et que vous souhaitez en connaître peut-être plus et mieux que ce que vous pouvez n'avoir comme information des masses médias ou de la part des porte-paroles soit du gouvernement, soit de l'OTAN, soit d'un certain nombre de personnalités, voire d'intellectuels, qui se posent toujours en grands défenseurs de l'humanité et qui pourtant, que ce soit pour l'Irak, que ce soit pour la Libye, et puis c'est le cas aussi pour la Syrie, ont eu des positions qui ont abouti aux plus grandes catastrophes et à la négation de l'humanité. Je suis encore peu ému par cette vidéo que je viens de découvrir ce matin, et où on voit des soldats turcs, parce que ce sont des Turcs en uniforme à l'évidence, exécuter froidement des prisonnières combattantes kurdes. Ces jours derniers, donc, au nord syrien, dans le nord syrien. Alors cette Syrie, c'est un pays qui a été bien malmené par l'histoire, pu être un immense pays, puisque au départ, on pouvait penser que la Syrie aurait été un pays d'une surface de 300 000 km². Elle a été réduite à 180 000 km², ce qui néanmoins est immense, avec des immensités désertiques, mais aussi une côte et des agglomérations denses. Elle a été réduite à 180 000 km² après la Première Guerre mondiale, lorsqu'il s'est agi de dépecer l'Empire ottoman. Déjà, les territoires perdus s'appellent aujourd'hui, ce qui était dans cette grande Syrie, Bilad el-Sham. C'était le Liban, c'était la Jordanie, c'était la Palestine, c'était l'ouest de l'Irak, c'était Alexandrette. J'en oublie peut-être. Au cours de l'histoire, elle a vu se succéder bien des civilisations. Et chaque civilisation a apporté une couche de culture et de patrimoine sur le territoire syrien, qui est d'une richesse patrimoniale extraordinaire. Il y a eu les Babyloniens, les Jardins, les Assyriens, les Hittites, les Phéniciens, puis passé Alexandre le Grand, puis les Romains, puis les Byzantins, et enfin, bien entendu, l'arrivée des Arabes et de l'islam. Tout ça, ça a laissé un patrimoine archéologique exceptionnel. Et on a été la semaine dernière visiter le musée de Damas, dont j'ai été très surpris de découvrir, 2 ans après la première visite que je lui avais faite, et on visitait surtout les jardins et les statues qui y figurent, avec notamment un certain nombre de statues et le lion, le fameux lion, qui a été récupéré à Palmyre avant que Daesh n'arrive, parce que la direction du patrimoine et des musées nationaux a fait d'énormes efforts
en prévoyant l'occupation de certaines zones. Et ils ont récupéré beaucoup d'objets. Bien entendu, il y a certains monuments qu'ils n'ont pas pu récupérer, à Palmyre, à Alep et dans bien d'autres sites historiques syriens. Et j'ai été agréablement surpris de voir que plusieurs salles nouvelles avaient été ouvertes et avec des merveilles de patrimoine archéologique exposé. Et ce qui fait mal au cœur, c'est qu'on peut visiter ce que je n'avais pas vu la première fois, c'était encore fermé, un tombeau souterrain. Ce tombeau souterrain, j'ai appris qu'il avait été déplacé de Palmyre dans les années 30 par notamment les Français, qui avaient été les premiers archéologues à travailler avec des Syriens sur Palmyre, et déplacé jusqu'à Damas. Et ce tombeau, qui est au fond aussi grand que cette salle, correspond au site que s'était fait construire une grande famille palmyréenne, qui était très très riche, puisque c'était une étape des caravanes, des commerçants, avec un sarcophage extraordinaire, et puis chaque membre de sa famille étant placé latéralement. Et deuxièmement aussi, découverte d'objets et de statues d'une finesse extraordinaire qui mériteront, je pense, beaucoup, lorsque ce sera possible d'y accéder facilement, beaucoup d'études et de visites. On a eu la bonne surprise aussi d'apprendre qu'en même temps que l'on était là-bas, était réouvert, ce qui est quand même une performance extraordinaire, partiellement certes, mais réouvert partiellement le musée d'Alep. Et imaginez-vous que vous êtes à Damas, que vous n'avez pas de problème d'électricité, vous n'avez pas de problème d'eau, vous avez une ville où il y a des encombrements, il restera à développer les transports en commun. Imaginez-vous que cette ville qui sort de la guerre, parce que la dernière fois où on y a été, on entendait encore le soir quand on dînait le canon qui sonnait pas très très loin, dans cette zone de la Ghouta où il y avait notamment des djihadistes tchétchènes. Des grandes démocrates tchétchènes qui étaient venus grâce au financement de l'Arabie Saoudite et du Qatar pour apporter la démocratie à la Syrie. Et cette ville, donc, quelques mois après la fin de la guerre, n'a plus de problème d'électricité. Mais figurez-vous qu'à Beyrouth, au Liban, 30 ans après la guerre, ils ont encore des coupures d'électricité et des coupures d'eau. Vous expliquez pourquoi les Libanais sont dans la rue. La Syrie a été indépendante en 1946, mais c'est une Syrie qui était une délimitation dans un cadre étatique nouveau, qui n'avait jamais été au fond préparé à une véritable expérience d'État-nation, puisqu'il y a eu le mandat français, avant il y avait eu l'Empire ottoman. Et ça s'était très mal passé avec un régime parlementaire, mais qui était secoué régulièrement de coups d'État. Et un jour, le dernier coup d'État, ça a été après la naissance du parti Baas, qui était un parti, certes, se référant à un islam modéré, mais fondé par un chrétien au départ, nationaliste, laïque, voulant développer un socialisme modéré et pan-arabe. Et en 1970, donc, pour mettre fin à ce coup d'État, mais aussi parce que cette minorité, qui était une minorité rurale d'agriculteurs, qui était la minorité alaouite, était opprimée, était délaissée de côté, la seule perspective qu'avaient les jeunes gens de ces familles-là, c'était de s'engager dans l'armée. Et en prenant des grades dans l'armée, ils avaient accédé à certains postes où ils ont pu, in fine, faire un coup d'État, et c'était Hafez el-Assad. Et depuis, on vit donc dans une Syrie où le caractère laïque fait qu'on essaie d'accorder les responsabilités, les fonctions entre les diverses communautés, tout en insistant bien sur la citoyenneté syrienne. C'est un des rares pays, au fond, qui se réclame encore dans ce monde-là, monde arabe, laïque. Tous les pays qui se réclamaient de la laïcité ont été mis à bas, en commençant d'ailleurs par l'Irak de Saddam Hussein. Il y a eu Nasser aussi. Et
au fond, quels sont les seuls États aujourd'hui dans le monde arabe qui se réclament de la laïcité? C'est la Syrie et c'est encore l'Égypte. Encore l'Égypte. Il y a le Liban. Mais le Liban, c'est une laïcité à la mode libanaise, c'est-à-dire que ce sont des différentes communautés qui sont représentées au plan politique, qui se sont accordées sur la répartition des responsabilités, et donc c'est une laïcité fonctionnelle, en quelque sorte. Mais en ce qui concerne la citoyenneté, on ne peut pas dire que ce soit une référence de laïcité. Avec la mort de Hafez el-Assad et l'arrivée de Bachar el-Assad, il y a une tentative. Bachar el-Assad, vous le savez, n'était pas destiné du tout à devenir un dirigeant politique, et encore moins un dictateur. Il était destiné à devenir ophtalmologue. Il était en Angleterre où il a connu sa femme, qui je crois est d'origine syrienne. Et sunnite d'ailleurs, et sunnite, donc pas alawite. Et puis le fils, qui était destiné à la carrière militaire, puis à succéder au père, étant mort dans un accident de circulation alors qu'il se rendait à l'aéroport, on a appelé en toute urgence l'autre fils, Bachar. On lui a fait vite donner une instruction militaire, abandonner l'ophtalmologie, et puis il l'a fait gravir rapidement dans le cadre d'une succession qui a été validée ensuite par une élection pour succéder à son père lorsque celui-ci est décédé. Et au départ, il est venu très certainement avec des idées qui étaient des idées libérales. Ça a été ce qu'on a appelé le printemps de Damas, où on a permis l'ouverture de clubs, les discussions, les choses, une espèce d'effervescence autour de Damas. Et ce qu'on a pu penser aussi, c'est qu'à ce moment-là, le père était peut-être mort trop tôt par maladie, et que la société syrienne n'avait pas été assez préparée à cette effervescence-là, d'où le fait que le parti basse et les vieilles traditions depuis la révolution de 1970 ont pris le dessus. Et ça a été de nouveau un régime autoritaire. Mais on ne parlait plus des prisons syriennes avec Bachar el-Assad comme on en parlait au moment de Hafez el-Assad. C'est-à-dire que le régime s'était assoupli en quelque sorte. Vint le fait qu'il y a un grand conflit qui domine en ce moment dans le monde arabe. On vous parle beaucoup du conflit entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Mais il y a quand même un conflit qui est originel, lui, et sans doute encore plus prégnant, bien que non visible aujourd'hui, moins visible aujourd'hui, c'est celui d'Israël avec non seulement le peuple palestinien, mais aussi un certain nombre de pays dont il occupe quelques territoires. C'est le cas pour le Liban et c'est le cas pour la Syrie. Et Israël, avec ce dirigeant Netanyahou, est parti en guerre contre l'Iran qu'il redoutait au point de vue de la puissance militaire et technologique, et notamment la possibilité qu'aurait eu l'Iran d'acquérir une bombe atomique. Et donc Netanyahou a fait de l'Iran la bête noire, et c'est devenu bientôt, avec tous les supports dont peut bénéficier Israël dans le monde occidental, l'Iran est devenu la bête noire. Est venu Obama, qui a trouvé un accord avec l'Iran et fait signer un accord faisant en sorte que l'Iran s'engage à ne pas continuer sur la voie de la possession de l'arme atomique, ce qui en soi effectivement n'est pas souhaitable, puisqu'on peut penser que les autres vont aussi vouloir acquérir l'arme atomique. Et on sait bien qu'avec la puissance d'argent du Golfe, ils sont capables eux aussi d'acquérir l'arme atomique. De la même façon qu'en Inde et le Pakistan, l'arme atomique a créé un certain équilibre entre ces pays, ça aurait été le cas. Malheureusement, M. Trump est venu, l'accord a été déchiré, et puis, sous la pression israélienne, on a décidé de faire en sorte que l'État syrien soit déstabilisé et que Bachar el-Assad soit chassé du pouvoir. Ça s'est passé plusieurs années avant la guerre, puisqu'il y a ce qu'on appelle les télégrammes de Wikileaks,
qui ont été révélés et qui montrent comment certains câbles diplomatiques saoudiens et américains, comment certaines menées de la CIA ont pu conduire à ce qu'on favorise la déstabilisation. Il y a eu des manifestations en 2011, mais ces manifestations qui étaient plus spontanées et qui concernaient, comme elles peuvent concerner au Liban toutes les communautés, en réclamant plus de bien-être, plus de liberté, très rapidement. Ça a été une réflexion que m'a faite un jour l'évêque arménien d'Alep. Il m'a dit, bon, nous effectivement, on voulait ressembler un peu plus à des pays où on pouvait mieux s'exprimer et pas toujours être respectueux de la règle et de la façon dont le parti basse gère l'État et l'opinion publique. Mais, au bout d'un moment, on s'est dit, mais c'est curieux, maintenant, ces manifestations, elles partent de la mosquée. Mais nous, en tant que chrétiens, pourquoi on va aller manifester en partant de la mosquée? Ça, c'est au bout de quelques semaines que ça s'est passé. Et puis très rapidement, ensuite, la nature de la révolte avec l'arrivée des djihadistes, des islamistes, a complètement dénaturé le mouvement. Ce mouvement s'est d'ailleurs pas véritablement implanté dans les couches, y compris musulmanes, qu'elle ce soit à Damas, que ce soit à Alep ou que ce soit dans les grandes villes. Ça a été un mouvement de protestation des périphéries. Au moment où des sécheresses, plusieurs années de sécheresses précédentes, dans les années précédentes, avaient fait que certaines couches rurales s'étaient trouvées en grande difficulté sociale et qui ont pu être en quelque sorte entraînées et armées ensuite par des puissances étrangères qui, elles, bien à l'avance, avaient décidé de déstabiliser le régime. Alors il y a tout un tas maintenant de preuves qui existent là-dessus. Et là-dessus, moi en tant que député français, au départ, je disais, bon ben c'est bien, on a des manifestations, ils réclament des choses. Ce qu'il faut quand même, et je me rappelle avoir signé un éditorial dans Le Monde avec vice-président Marc Le Fur, qui était UMP à l'époque, donc de droite, hein, de gauche et de droite, qui avait signé. Et il commençait par, sans doute Bachar el-Assad, c'était ça en 2011. Sans doute Bachar el-Assad n'en a plus que pour quelques semaines à rester au pouvoir. C'était ce qui nous avait été vendu, hein, de tous côtés. Mais nous sommes soucieux en ce qui concerne la protection des minorités. Et on faisait un développement dans notre éditorial en disant, surtout, il faut protéger les minorités parce qu'on sait qu'il y a des chrétiens, qu'il y a des alaouites, qu'il y a des chiites, qu'il y a des assyriens, qu'il y a des ismaéliens. Donc, de connaissance de ce qui s'était passé dans d'autres pays lorsque les islamistes avaient pris le pouvoir, on était inquiet là-dessus. Puis au bout de quelques temps, la réalité est apparue progressivement, ce qui explique qu'en 2015, j'ai pris moi, l'initiative de réunir quelques parlementaires et d'aller malgré tout en Syrie, avec l'idée de départ, c'était, comme c'était à l'invitation des parents d'élèves du lycée français Charles de Gaulle de Damas, dont vous voyez l'entrée ici, là, que j'ai pris la photo la semaine dernière, essayer de renouer au moins dans la société civile, les Syriens étant très tournés vers la France, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans le domaine culturel, dans le domaine archéologique, hein, et l'appétence pour le français. Ça a déclenché les foudres, et voilà pourquoi ensuite, voilà comment on a été traité. Très maltraité au retour, ce d'autant plus que les parlementaires qui m'accompagnaient ne s'en sont pas tenus à l'engagement qu'on avait pris. On ne va pas rencontrer Bachar el-Assad parce qu'autrement ça va faire un scandale. Mais eux, ils y sont allés. Moi, j'étais resté à l'hôtel, mais j'ai pris quand même avec les autres. Voilà. Alors que se poursuit l'extermination des chrétiens et des yézidis par l'État islamique, la diplomatie française ne connaît qu'un seul diable, Bachar el-Assad. Et là où ça fait vraiment très mal au cœur, c'est qu'on a appris par la suite que François Hollande, président de la République,
avait dès 2012 violé l'embargo de l'Union européenne en livrant des armes aux rebelles. On ne livrait bien entendu qu'en faisant un tri préalable, les rebelles modérés, les démocrates de l'ASL, l'armée syrienne libre. Sans penser qu'il y a une telle porosité entre eux que ces armes étaient vendues, revendues, et que des fusils FAMAS, des fusils d'assaut français, se sont retrouvés ensuite entre les mains de djihadistes. C'était quand même dur lorsqu'on allait à Alep de penser qu'il pouvait y avoir des armes françaises qui étaient en train de tirer sur les quartiers chrétiens ou les quartiers kurdes ou les quartiers sunnites restés du côté de l'État. C'était très dur. Il y a eu pire. Hein. Ce que disait tout à l'heure Anas Chebib, c'est qu'il y a même eu un ministre des Affaires étrangères, auquel pourtant antérieurement j'avais accordé ma confiance, puisque c'était un leader important, qui a pu déclarer que en Syrie, Al-Nosra faisait du bon boulot. Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Et à cet égard, on nous avait reproché, nous, d'aller rencontrer, même si moi je ne l'avais pas fait, Bachar el-Assad. Voilà la photo par laquelle Nicolas Sarkozy recevait en grande pompe Bachar el-Assad et puis l'avait invité sur les Champs-Élysées pour le 14 juillet, vous vous en souvenez. La photo suivante montre la rencontre des parlementaires, où je ne suis pas, puisque moi j'avais quand même eu la réserve de ne pas aller le rencontrer, en m'excusant de ne pas aller le rencontrer en disant que c'était pour des raisons de politique intérieure. Et voilà la photo donc, de la fameuse rencontre. Et le 25 février, donc, provoqué l'ire hypocrite de Paris, en décembre 2010, le président Sarkozy déroulait le tapis rouge au même dirigeant syrien qui était devenu intouchable parce qu'il massacrait son peuple. Le même Fabius a eu le culot de dire que c'est Bachar el-Assad qui avait créé Daesh. Parce qu'à l'occasion d'une amnistie qu'on lui avait demandé, déjà dès 2011, il avait libéré un certain nombre de prisonniers politiques, dont un certain nombre étaient effectivement des islamistes, dont un certain nombre se sont retrouvés effectivement ensuite dans la rébellion armée. Mais ça, c'était en 2011, c'était très très tôt. Et d'autre part, il n'y a pas que des djihadistes libérés par Assad qui ensuite ont constitué des groupes armés et s'en sont pris à l'État syrien. Je l'ai dans mes papiers là, dans le journal du dimanche paru en 2015, il y a une interview d'un certain nombre de responsables djihadistes rencontrés par deux journalistes qui ont pu accéder à eux dans la région d'Idlib. Ils les ont rencontrés en 2015. Il interroge l'un d'entre eux qui est arrivé en Syrie en 2011 et qui était tunisien d'origine. Alors comment peut-on dire que c'est Assad qui a créé Daesh quand on voit que dès 2011, des responsables islamistes sont arrivés en Syrie et ont commencé à développer leur capacité militaire et offensive. Et puis, alors je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je vais en terminer par là. 5 minutes pour déplorer la grande cécité de la diplomatie française. Je vais quand même vous lire, parce que j'ai oublié de le faire, un document qui vient de l'intelligence service britannique. Un document qui s'appelle L'héritage de la Syrie, sous-titre « Djihadisme mondial reste une menace pour l'Europe ». Voilà, c'est un document donc officiel qui est publié à destination du ministère des Affaires étrangères britannique. Et les 3 lignes que je vous lis. Après l'éclatement du printemps arabe, le dirigeant irakien Abu Bakr al-Baghdadi, le grand chef de ce qui deviendra l'État islamique, a envoyé Mohamed Syrien al-Joulani en Syrie pour établir l'organisation Jabhat al-Nosra. Peu de temps après, al-Baghdadi a annoncé unilatéralement que Jabhat al-Nosra et l'État islamique en Irak et al-Sham, c'est-à-dire ce qui préfigurait l'État islamique ensuite, qui s'appelait l'EILL,
fusionneraient pour former l'État islamique en Irak et au Levant. Donc, la création de Daesh, elle est parce que ce Baghdadi, qui avait le soutien de l'Arabie saoudite pour s'implanter avec les restes de l'armée de Saddam Hussein en Irak, a fait la convergence avec Al-Nosra qui était en Syrie. Et la naissance de Daesh, on peut dire au fond qu'elle a été inventée par un homme qui à l'époque était le dévoué de l'Arabie saoudite, Al-Baghdadi, mais qui a commis un crime par rapport à l'Arabie saoudite ensuite, parce que sûrement il s'est vu trop beau avec les conquêtes qu'il était en train de faire. Il a appelé les musulmans du monde entier à se rallier à lui, ce que les wahhabites ne peuvent pas accepter. Donc ils ont commencé à rompre avec lui. Mais l'État islamique était né. Avec des mensonges comme celui que fait ainsi Fabius, vous comprenez bien que la représentation parlementaire, prise qu'elle est entre le gouvernement et les mass-médias et la propagande qui peut se dérouler dans les mass-médias sur la base d'informations qui sont toujours unilatérales, vous comprenez bien que les parlementaires sont en situation difficile. Et pour se rebeller, il faut beaucoup de caractère. Et malheureusement, il n'y en a pas eu beaucoup qui l'ont fait dans la législature précédente. Mais reste aujourd'hui, avec le nouveau président de la République, que le Quai d'Orsay reste le Quai d'Orsay. Et qu'à cet égard, il y a un organisme qui s'appelle le CAPS, qui est le Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay. C'est un service dont le rôle est de dire ce qui va se passer et de donner des indications, formuler des propositions au gouvernement et à son Quai d'Orsay pour ce qui doit être la position de la France, et en essayant d'agir dans le cadre européen dans les mois et les années qui viennent. Et quand on voit donc la note rédigée en janvier 2017, donc c'était encore très récent. En janvier 2017, on pouvait bien penser que le sort militaire, qui était très incertain en 2015, lorsqu'on y a été, l'État syrien a été vraiment assailli de tous côtés. Daesh était aux portes de Damas. On peut penser qu'en 2017, par contre, puisque les Russes ont commencé à intervenir en septembre 2015, excusez-moi, on peut penser qu'en janvier 2017, on avait quand même compris que le vent avait tourné et qu'un certain nombre d'autres contradictions commençaient à se produire entre l'Arabie saoudite et la Turquie, entre l'Arabie saoudite et le Qatar. Eh bien non, on nous dit maintenant que les zones tenues par les djihadistes autour d'Idlib notamment sont des zones libérées. Et on propose que la France fasse une aide à la gouvernance de ces zones libérées, où sont présents des djihadistes, mais où il y a aussi effectivement des civils qui eux, ne suivent pas ça, mais qui subissent. Mais comment être aveugle à ce point-là pour encore en janvier 2017 proposer à ce que nous intervenions pour aider dans ces zones-là à une gouvernance. Et l'autre grosse bourde incroyable qui est faite aussi, c'est qu'il est proposé de se rapprocher de la Turquie d'Erdogan pour aider à cette gouvernance-là. Et vous voyez ce que vient de faire Erdogan. Mais quand on propose ça à Erdogan, on fait semblant d'oublier que c'est par la Turquie que des milliers et des milliers de djihadistes étrangers sont arrivés en Syrie pour renverser l'État syrien et occuper la Syrie, y compris des Ouïghours chinois. On parlait tout à l'heure des Tchétchènes, et puis aussi des Français. Et le malheur, c'est que il a fallu attendre la tuerie du Bataclan, qui s'est produite donc en novembre 2015. Il a fallu attendre la tuerie du Bataclan pour que ce qui paraissait comme être l'axe de la politique française pour la Syrie, très bien formulé par Fabius, en Syrie, ni Daesh, ni Assad. Ce qui expliquait que
la France participait aux opérations de bombardement en Irak sur l'État islamique, mais ne participait pas au bombardement en Syrie de l'État islamique, parce que ça risquait d'avantager Assad, puisqu'il fallait ni l'un ni l'autre. Il a fallu attendre la tuerie du Bataclan pour que la semaine après, Hollande, devant le Congrès réuni à Versailles, dise que notre ennemi, c'est avant tout l'État islamique, je vais faire la tournée des capitales mondiales pour faire bâtir une coalition contre l'État islamique. Voilà donc la réalité des choses. C'est très difficile, bien entendu, aujourd'hui de rétablir des relations parce qu'il y a toutes choses concernant l'OTAN, concernant la position des États-Unis. Mais je peux vous dire que le peuple syrien est très triste quand il rencontre des Français. Individuellement, ils nous accueillent très bien, mais ils disent qu'on ne comprend pas la politique de la France. Et puis on a aussi du ressentiment contre cette politique-là, ce que l'on comprend. Voilà. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que enfin la chose se stabilise. Et il faut bien dire que le plus grand stabilisateur aujourd'hui en Syrie, il s'appelle Vladimir Poutine. Très bien. Grand merci, notre grand ami Gérard Papt. Vraiment, je suis fier de sa présence, ma présence à son côté. Et on est rentré mardi 22 de Damas. On a un voyage traditionnel maintenant, tous les ans, au mois d'octobre. On fait une semaine. C'est un grand ami du peuple syrien. Moi, avant de donner la parole à mon ami Ali Razmi, je voudrais vous lire quelque chose. Alors, c'est ça, on l'a vu ensemble à la télé quand on était à Damas. C'est une candidate sénatrice, Tulsi Gabbard, qui est candidate démocrate à la Maison-Blanche 2020, qui déclare, et elle a montré des preuves, l'administration américaine et ses alliés ont utilisé le groupe terroriste Al-Qaïda contre le gouvernement du président syrien et contre le peuple syrien. Et l'administration américaine et ses alliés ont armé ces groupes. Voilà. Ça, vous pouvez trouver. Là, je suis connecté à Internet. C'est là. D'accord. Et il y a les preuves, il y a tout, combien de quantités, etc., etc., etc. Et ce qui est dommage, c'est qu'on nous ment pour la Syrie. Je vous assure, la Syrie, c'est un épiphénomène, elle s'en sortira. Elle s'en est sortie pendant tous ces 10 000 ans d'histoire. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Mais on nous ment aussi sur d'autres dossiers. La Sécu, la maladie, le vieillesse. Moi, je suis impliqué dans toutes ces affaires-là. Je peux vous dire qu'on nous ment partout. Voilà. Donc, je vais passer sans tarder la parole à notre ami le professeur Ali Razbin. Merci bien, Monsieur le Président. Je vous remercie tout d'abord pour le temps que vous m'aviez communiqué. Et vous savez très bien, ce n'est pas très facile d'intervenir après l'intervention brillante de Gérard Papt. Ce n'est pas quelqu'un qui, en tant qu'intervenant, mais c'est un expert de la situation, relations internationales, surtout sur la Syrie. Apparemment, moi, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Lui, il a dit c'est ce qu'il faut dire. Mais l'obligation m'oblige de traiter quelques lignes sur la situation. Le conflit syrien est devenu à la fois une guerre civile, une guerre confessionnelle et une guerre par procuration. Depuis mars 2011, après les estimations des divers ONG, le conflit a fait plus de 500 000 victimes. Les attaques et l'arme chimique et de nombreux massacres, crimes de guerre et crimes contre l'humanité ont été commis. Le pays a vu en 2011
une révolution pacifique, tournée en guerre civile, qui s'est estimée et qui s'est mutée au fil des alliances et des interventions étrangères en un véritable conflit mondial où les alliances ou des interventions étrangères en un véritable conflit mondial où les revendications paisibles syriennes ont été écourtées par des opportunistes extérieurs. Les puissances étrangères y ont désormais leur propre enjeu. Tant que le bras de fer, d'une part, entre la Russie et les États-Unis, d'autre part, entre l'Iran et l'Arabie saoudite continue, il n'y aura pas de paix en Syrie. Chacun essaie d'asseoir son influence dans la région via le théâtre syrien, une guerre mondiale par procuration y règne à présent. L'histoire future, si écrite un jour, dira que la Troisième Guerre mondiale débuta avec l'attaque de l'administration américaine contre l'Irak en 1991, encore sous couvert de guerre propre et en annonçant le nouvel ordre mondial, mais dont le monde aura dû prévoir les conséquences. La Première Guerre mondiale n'avait besoin d'aucune justification. Son objectif paraissait clairement la nécessité d'un nouveau partage. La Seconde Guerre mondiale a trouvé une justification idéologique. L'impasse économique avait rendu nécessaire un nouveau partage entre les grandes puissances. Le parti nazi en Allemagne a exploité l'arme idéologique du racisme pour sacrifier les juifs, les tziganes et les communistes. Les fours crématoires sont devenus l'un des symboles du XXe siècle. La guerre en Syrie est en train de dépasser en durée celle de la Seconde Guerre mondiale. Tout comme les pays qui ont connu la dernière guerre, la moitié de la population syrienne a été déplacée pendant le conflit. Et 5 à 6 millions de Syriens ont fui le pays. La guerre a aussi entraîné des destructions du patrimoine culturel millénaire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a vu ses infrastructures détruites, son économie s'écrouler et son niveau sanitaire se dégrader de façon vertigineuse. La guerre régionale qui se joue en Syrie est le symbole de l'échec d'un ordre international. Et la prémisse de celui qui s'annoncera, car le conflit syrien a été à la fois le catalyseur et le révélateur sur une durée relativement longue des basculements inédits des rapports de force. À vouloir jouer les apprentis sorciers, les Américains ont encore une fois prouvé leur incompétence depuis le Vietnam, le Kosovo, l'Afghanistan et l'Irak. En revanche, ils ne cherchent pas à tirer une conclusion de ces chaos qui servent bien leur ambition économique. Le monde évolue chaque jour et n'accepte plus la pression politique ou économique d'une puissance ou d'une autre. Les peuples veulent vivre, être
heureux et décidés de leur avenir. Pour régler le problème au Moyen-Orient, il faut tenir compte du facteur historique marqué par les conflits religieux, le colonialisme, les disputes ethniques et les litiges frontaliers, et en même temps faire face à la réalité. Israël doit respecter le choix du peuple palestinien et consentir à la fondation d'un État palestinien indépendant et souverain, tout comme les forces en Palestine doivent reconnaître le droit d'existence et la souveraineté d'Israël. Il faut mettre en application les résolutions du Conseil de sécurité et tenir compte de tous les problèmes concernés pour éviter toute nouvelle complication de la situation déjà troublée. La question palestinienne est la clé et la cause essentielle du problème au Moyen-Orient. Cette question s'entremêle avec les questions entre le Liban et Israël et entre la Syrie et Israël, ainsi que les autres problèmes régionaux au Moyen-Orient. Les interactions et leurs corrélations s'affirment toujours davantage avec des effets les uns sur les autres. Il faut mettre l'accent sur le renforcement du rôle de l'ONU pour régler les conflits internationaux aux moyens diplomatiques et trouver de larges intérêts comme en matière de lutte antiterroriste, de prolifération, de lutte contre les criminalités transnationales, d'assistance aux déshéritiers, de protection de l'environnement, de réalisation de développement durable, etc., etc. Il faut aussi poursuivre et intensifier le dialogue politique avec l'Union européenne, élargir et approfondir la coopération dans tous les domaines, promouvoir les échanges entre les parlements, les médias, les banques de données intellectuelles et personnelles et se baser sur le respect mutuel. L'égalité et la réciprocité pour résoudre les différends de façon appropriée. Promouvoir la coopération dans tous les domaines afin de bénéficier au peuple et contribuer au progrès de l'humanité. La guerre syrienne dégénère à toute instance. Les États-Unis ne sont plus en mesure de tenir leur engagement, mais ils ne veulent pas pour autant abandonner leur objectif, empêcher le développement régional de la Chine et de la Russie et maintenir leur ordre mondial unipolaire. Moscou et Pékin, de leur côté, estiment être désormais en position de force et travaillent en étroite collaboration pour modifier l'ordre unilatéral et mettre fin à la domination destructrice des États-Unis. Nous approchons du renversement de l'ordre mondial, sinon une guerre nucléaire. Après des années de guerre, de pertes humaines, économiques et autres, la Syrie voudrait voir la fin du cauchemar, soutenue par ses alliés et grâce aux victoires sur le terrain face aux groupes terroristes. La Syrie aura joué un rôle crucial dans les équilibres mondiaux.
le monde unipolaire s'est peut-être effondré aux portes de Damas. Une chose est certaine, le cas syrien a définitivement démontré qu'il était possible de résister à l'arrogance égoïste néocolonialiste à condition d'avoir des alliés fiables qui respectent la dignité et la souveraineté nationale. La Charte des Nations Unies est constituée de 111 articles. Il puise son esprit dans le fonctionnement de la Société des Nations. Ces orientations ont été fixées par les grandes puissances. Washington tente clairement de modifier les frontières géographiques des pays d'Asie et d'Afrique et de transformer les identités des pays dont il convoite les sources naturelles. Falsifier les identités religieuses et attiser les conflits ethniques et confessionnels sont devenus de prétextes pour réduire les frontières et permettre une domination plus aisée. Or, ce projet ne crée pas uniquement des conflits régionaux. Il met en péril, à long terme, les intérêts historiques des autres grands pays du monde. L'amplification des conflits ethniques, le renforcement de faux nationalismes et l'incitation des fanatismes religieux dans la région ne font que préparer le terrain à l'intervention par les puissances opportunistes. Les statuts de l'ONU ont été prévus pour un monde bipolaire. La fin de cette époque exige que ces statuts soient modelés en vue de les rendre conformes à la nouvelle situation mondiale. Il faut rappeler que la Charte des Nations Unies ouvre de larges perspectives. Elle fait référence au peuple des Nations Unies qui s'allient pour défendre la paix, la liberté et l'égalité. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la présence de ce peuple dans l'organisation n'étant en fait qu'une présence nominale. Or, la principale réforme serait de rendre effective cette présence. Il est nécessaire de redéfinir le rôle que doit jouer l'ONU et d'adapter l'organisation au concept du XXIe siècle relatif à la paix et la sécurité mondiale. Depuis 1991, le monde évolue mal dans le cadre de le leadership imposé par les États-Unis. Mais ce nouvel ordre international ne se résume pas à la seule hégémonie américaine. La coopération internationale s'intensifie et l'Union européenne s'affirme de plus en plus sur la scène internationale. Quant à la multiplication des conflits régionaux et du terrorisme international, ils sont révélateurs de la complicité du nouvel ordre qui contraste fortement avec la logique bipolaire du temps de la guerre froide. Le nouvel ordre international repose sur la coopération plus étroite jusqu'au temps de la guerre froide et sur l'affirmation du pôle européen, qui est d'autant plus souhaitable que la conjoncture internationale paraît instable. Le nouvel ordre international est en proie
à l'instabilité liée à la multiplication des conflits sur le globe et à la montée des terrorismes fabriqués. Les États-Unis, censés être le garant et le pilier de l'ordre international, fomentent sans relâche heurts et conflits urbi et orbi. L'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, le Yémen, l'Iran, l'Ukraine, la frontière occidentale de la Russie, le Venezuela, Cuba, la péninsule européenne, la péninsule coréenne, la mer de Chine, et se dégage du traité sur les forces nucléaires et portées intermédiaires des accords économiques et impose sans cesse des sanctions, des sanctions et des sanctions. Le président français Emmanuel Macron se voit alors un architecte d'un nouvel ordre international, alors que le système qui a prévu depuis la Seconde Guerre mondiale est durablement ébranlé. Son discours à la 73e Assemblée générale des Nations unies explicitait que face au déséquilibre contemporain, il y a 3 voies possibles, dont celle que nous devons prendre est sans doute la plus difficile et plus exigeante, et qui nous impose de forger ensemble un nouvel équilibre mondial qui doit reposer sur de nouvelles formes de coopération régionale et internationale et se structurera autour de 3 principes. Le respect de souveraineté, le renouvellement de coopération régionale et l'apport de garanties internationales plus robustes. Le 14 janvier 2018, le président Macron a encore affirmé lors de ses vœux au corps diplomatique: je suis attaché à la souveraineté et à la stabilité des États parce que nous n'avons pas trouvé jusqu'à présent des formes plus sûres d'assurer la paix et la stabilité, ou des voies alternatives d'expression de la souveraineté des peuples. Malgré l'écrasante présence des États-Unis dans la région, au Moyen-Orient, on rêve toujours d'une France capable de jouer un rôle de médiateur face à l'ensemble des conflits locaux. Aujourd'hui, le problème n'est pas de vouloir refaire le monde, mais bien savoir où la France se passe-t-elle dans le jeu des nations et que reste-t-il de ces principes? La Syrie attache depuis toujours une grande importance à ses relations avec la France. Face à la complicité des relations politiques bilatérales de ces dernières années, la Syrie est d'avis que les 2 parties doivent, avec une vision stratégique et à long terme, observer strictement les principes définis, tirer les leçons du passé et se tourner vers l'avenir, renforcer leurs échanges et leur coopération et éliminer les obstacles afin de créer les conditions nécessaires à un développement sain et régulier des relations franco-syriennes. La Syrie attache de l'importance à la France, soutient le processus de l'intégration française
et veut instamment voir la France jouer un rôle positif dans les affaires internationales et lever les sanctions qui frappent le peuple syrien et de rétablir les relations diplomatiques avec leur État. Cela permettrait au moins de coordonner les actions contre les takfiristes européens recrutés en Syrie et en voie de retour pour commettre des attentats. Je vous remercie de votre attention.